Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes en train d'assister à la présentation par le think tank Matière Grise de l'ouvrage que nous rendons public aujourd'hui sur les résidences services seniors. Il n'y a pas de public lors de cette conférence, au-delà de 2 ou 3 intervenants que vous pourrez entendre ensuite. Et donc cette conférence se fait essentiellement en visio. Vous êtes à ce stade 140 à être connectés, mais d'autres vont arriver puisque nous avons près de 200 inscrits. Vous êtes à la fois des professionnels, des CCAS, des élus locaux, pour assister à cette présentation qui durera un peu plus d'1 heure, 1 heure et quart. Je voulais remercier en premier lieu l'Association des maires de France, l'Association des petites villes de France, ainsi que France Urbaine, qui sont les 3 associations d'élus à avoir souhaité nous accompagner dans la réflexion aujourd'hui. Et après notre intervention avec Jérôme Guedj, eh bien, nous entendrons 2 élus, Florence Thibaudeau pour France Urbaine, qui est, mais nous y reviendrons tout à l'heure, maire adjointe au Havre, et Nathalie Niaison, maire de Bourg-de-Péage, dans la Drôme, qui représente l'Association des petites villes de France. Mais on a d'autres élus, je crois, qui se connecteront aussi et qui interviendront dans le débat qui suivra. En 2 mots, Matière Grise, c'est un think tank que nous avons créé avec Jérôme Guedj au printemps 2018 pour réfléchir justement de manière un peu prospective aux grandes évolutions qui touchent la question du vieillissement en France. Nous avons publié plusieurs brochures que vous pouvez consulter sur notre site internet Matière Grise, à la fois sur les personnes âgées en 2030, sur l'hôpital, sur la question du numérique, et puis enfin un ouvrage qui a fait beaucoup parler de lui parce qu'il a eu énormément de succès. Il a été téléchargé plusieurs milliers de fois sur l'EHPAD du futur que nous avons sorti en juin dernier, plus un certain nombre de notes sur des questions médico-sociales et ou démographiques. Voilà, donc nous allons vous faire une petite présentation rapide avec Jérôme de cet ouvrage qui fait une trentaine, 40aine de pages. Il est relativement bref. Et il avait une vocation essentielle, c'est d'être plutôt adressé dans un premier temps quand même aux élus locaux, puisqu'on a remarqué, mais nous allons y revenir, que les élus locaux s'interrogeaient beaucoup sur ce nouvel outil d'hébergement pour seniors qui était la résidence service senior. Et cet ouvrage, il était destiné évidemment à l'ensemble des professionnels, au pouvoir public évidemment, mais aussi et notamment aux élus locaux. C'est pour ça qu'après une courte intervention, nous demanderons à des élus locaux d'intervenir devant vous. Mais je laisse tout de suite Jérôme commencer la présentation de ce rapport. Que je vous invite bien évidemment à télécharger et à regarder. On ne va pas le présenter dans la totalité de ces contenus, mais d'abord, quelques arêtes principales. Pourquoi on s'est intéressé aux résidences services seniors ? Parce que nous avions une intuition, et nous voulions un petit peu la mettre sur la table, c'est de regarder dans quelle mesure, dans les solutions d'habitat à destination des personnes âgées, celles-ci constituaient une réponse pertinente et qui pouvait apporter des solutions à un double phénomène. D'abord, bien évidemment, celui de la massification du vieillissement. La première note de Matière Grise avait insisté sur le profil des personnes âgées en 2030 et sur notamment les enjeux de temporalité. Dans la décennie dans laquelle nous sommes, les personnes de 75 à 84 ans, c'est la décennie de l'explosion de cette catégorie de personnes âgées, plus 47% de 2020 à 2030. On va passer de 4 millions, un peu plus de 4 millions de personnes de 75 à 84 ans à 6 millions. Mais au-delà de cette dimension quantitative, il y a bien évidemment des évolutions sociétales, pour ne pas dire sociologiques, qui expliquent qu'une partie de ces personnes âgées vont être à la recherche de solutions innovantes pour répondre,
à leur volonté de vieillir chez elles, qui est l'aspiration majoritaire, toutes les enquêtes d'opinion le confirment, la volonté de vieillir chez soi, le fait que l'EHPAD ne répond pas bien évidemment à la totalité des solutions, on en a parlé dans la précédente note, c'est d'abord l'objectif de personnes en très grande situation de dépendance. Et donc la première des évolutions sociologiques, c'est celle d'une génération qui est désireuse d'avoir la maîtrise de son autonomie, qui a intégré une dimension de parcours résidentiel, dont l'évolution un peu historique est celle d'avoir le choix, je le disais, vieillir chez soi dans un objectif d'autonomie, qui est peut-être plus attaché à l'usage qu'à la propriété, qui donc a intégré la possibilité à un moment parfois contrainte par un fait, on y reviendra tout à l'heure, une première inquiétude, un accident de la vie, parfois le veuvage, la crainte de l'isolement, et qui donc intègre cette volonté de parcours résidentiel plus avant dans sa réflexion personnelle. Et donc, pourquoi est-ce que la résidence service senior est la plus adaptée, semble-t-il? D'abord parce qu'il y a un phénomène quantitatif. C'est elle qui se développe considérablement ces dernières années. Le soutien à domicile a connu d'incontestables progrès, mais dans les formes d'habitat regroupé, c'est la résidence service senior qui est la plus dynamique. D'autres formes d'habitat regroupé existent. Historiquement, les résidences autonomie, qui jouent un rôle absolument essentiel, notamment au regard des publics qu'elles ciblent, mais qui ont été créées dans les années 70, 80, et qui parfois sont confrontées à des problématiques, on va dire, qualitatives et d'évolution de leurs conditions d'accueil. Il y a, et c'est tant mieux, le développement, en tous les cas, la volonté de développer de nouvelles formes d'habitat. C'est le fameux habitat inclusif, dans la suite du rapport de Denis Pifto et Jacques Wolfrom. Mais on ne va pas se mentir, c'est pour l'instant des solutions qui sont des solutions de niche, c'est des petites unités de 8 à 10 personnes. Et tant mieux qu'il y ait cette forme de diversification, alors que dans la période, depuis quelques années, les résidences services seniors, qui étaient il y a 5 ans environ 500, elles sont aujourd'hui près de 1000 dans le pays. Donc on est vraiment sur un secteur qui est en grande dynamique. Et d'ailleurs, le Haut Conseil de l'âge, dans une étude de 2018 ou 2019, estimait que ça pouvait être à l'horizon 2030 x3 ou x4, parce que précisément, il y a à la fois une offre qui s'est structurée, on va y revenir, et une demande qui est devenue croissante. Alors, on a essayé dans cet ouvrage d'écrire aussi les 4 vagues qui ont été des évolutions successives dans le modèle de la résidence service senior. La première résidence service senior qu'on repère dans l'histoire, ça date de 1972-73, c'est le jardin d'Arcadie vers Biarritz. C'était un tout premier modèle, et dans un premier temps, tout au long des années 70, 80, 90, les résidences services dites de première génération offraient aux seniors le choix d'être propriétaire occupant. Ça a été le premier modèle de résidence senior. La personne âgée achetait son logement. Et donc vous aviez des copropriétés. On sait bien que ce système, assez rapidement, a posé un certain nombre de problèmes, notamment quand les personnes décédaient et qu'on ne savait plus trop quoi faire des logements, ou alors quand, parfois, faute de moyens, l'enjeu de la copropriété, c'est-à-dire tout ce qui dépasse le logement individuel, mais toute l'activité sociale de la résidence, devenait problématique. Au début des années 2000 est arrivée une seconde évolution, une seconde vague. C'est des opérateurs qui ont proposé des logements en location et qui étaient spécialisés uniquement dans ce modèle de résidence-service senior. C'est à la fois des groupes comme les Seigneuriales, comme Domitis. Tout à l'heure, Frédéric Walter prendra la parole, le directeur général de Domitis. D'autres groupes comme ça se sont développés en étant uniquement ce qu'on peut appeler des pure players, c'est-à-dire qui avaient pour activité principale et unique de proposer des résidences-services seniors dont les personnes âgées étaient des locataires. Troisième évolution, un peu après, aux alentours des années 2010, des groupes d'EHPAD qui regardaient le monde des résidences seniors de manière un peu dubitative, se sont mis à développer, à côté de leur EHPAD ou au-delà, des résidences-services seniors. Donc des groupes d'EHPAD, au-delà de leurs établissements classiques d'EHPAD, ont développé une gamme, alors avec sous leur nom ou sous d'autres noms, ont développé des résidences-services seniors.
Et la quatrième évolution, qui est, j'allais presque dire, contemporaine, on en reparlera tout à l'heure, c'est de se dire que les résidences-services seniors ne doivent pas être l'apanage du seul secteur commercial, ne doivent pas être aussi centrés uniquement sur une population moyenne et supérieure solvable, mais qu'il faut avoir des résidences à caractère social, voire financées dans le cadre du logement social. Là aussi, nous y reviendrons. Mais il faut bien comprendre que voilà, il y a eu 4 types d'évolutions successives qui permettent aujourd'hui d'avoir d'abord des opérateurs de nature très différente, et puis toujours cette recherche d'adapter ce mode d'hébergement dont Jérôme a dit à quel point, pour des raisons démographiques et sociologiques, il allait prendre de plus en plus d'importance, mais il aura aussi une configuration de plus en plus diverse. Et pour terminer, l'enjeu aussi de cette étude, Luc l'a rappelé dans son introduction, c'est que la résidence service senior correspond à un enjeu sur lequel on est plusieurs à se mobiliser, qui est que le vieillissement, on le sait tous, est un phénomène territorial. Et donc les réponses se construisent dans les territoires. Et donc la manière dont les résidences services seniors sont mises au service des élus locaux qui, de plus en plus, ont une vision 360 sur la manière dont s'organise le vieillissement sur leur territoire. Ils vont commencer à se préoccuper de mobilité, de lutte contre l'isolement, etc. Et donc, dans leur réflexion sur l'habitat, là où historiquement ce n'était pas dans le champ des réflexions des élus locaux, parce que l'implantation de l'EHPAD ne procédait pas d'une décision qui leur incombait, et comme je le dis tout à l'heure, l'EHPAD, ce n'est pas une solution en priorité d'hébergement, c'est un accompagnement pour des personnes en situation de fragilité. Là, les élus locaux se sont de plus en plus emparés de la thématique de l'adéquation de l'offre de logement, l'adaptation des logements existants, l'invention de solutions nouvelles de type habitat inclusif, mais aussi de regarder comment des formes d'habitat regroupé, comme les RSS, pouvaient s'implanter sur leur territoire. Et donc, parce que la décision d'implantation de la RSS incombe, c'est pas soumis au code de l'aide sociale et des familles, c'est pas autorisé par l'ARS, c'est pas autorisé par le conseil départemental, c'est d'abord et avant tout une décision d'urbanisme prise par le maire, mais qui de plus en plus se pose la question, et c'est ça qu'on cherche à insuffler, de la manière dont la RSS n'est pas un objet posé sur son territoire, mais inséré dans une politique globale d'accompagnement de la longévité sur le territoire et de lien avec l'ensemble du territoire. Et c'est la raison pour laquelle on termine l'étude par, en gros, une sorte de vadémécum des questions que les élus locaux doivent se poser au moment où ils sont sollicités. Alors, on va les prendre rapidement dans l'ordre parce on va échanger dans quelques instants avec les élus. Il y a d'abord la question de la pertinence quantitative. Combien de RSS sur mon territoire? Il n'y a pas de ratio, il n'y a pas de normes, c'est bien le principe du secteur, et donc de regarder de quoi j'ai besoin sur mon territoire. Je vous parlais tout à l'heure du Haut Conseil de l'âge et des échanges qu'on a eus avec les opérateurs. À terme, on estime que de l'ordre de 2 à 5% des personnes âgées de plus de 75 ans constitue le public qui peut être intéressé par la RSS. Donc va se poser la question de la zone de recrutement dans la ville, ou est-ce que c'est pour des populations autour, et puis du rythme naturellement avec lequel la RSS va pouvoir se remplir. Alors au-delà de la pertinence quantitative du nombre de RSS sur un territoire donné, ça c'est la première question, on y reviendra, il y a la question de l'adéquation qualitative. Quelles sont les ressources des personnes âgées sur un territoire donné? Quel est le type d'habitat? Locataire, propriétaire, maison, appartement? Bref, le maire, avant de prendre ce type de décision, et au-delà de savoir combien de résidences il peut autoriser sur son territoire, il devra aussi, en lien probablement avec les gestionnaires, les promoteurs qui sont candidats à de telles implantations, regarder l'aspect qualitatif de la sociologie, des revenus, du profil, des envies des seniors de son territoire. Alors il y a bien évidemment l'enjeu de l'implantation dans les mouvements historiques qu'a rappelé Luc tout à l'heure. Il est vrai qu'il y a d'abord eu une implantation
plutôt dans les cœurs d'agglomération et de métropole, parce que la zone de recrutement était plus large, on était sur des développements incertains, et le mouvement, là je parle de la répartition régionale, et on va échanger tout à l'heure avec les élus sur ce sujet, on voit bien que des élus sont aussi de plus en plus demandeurs, au dehors de ces cœur d'agglomération, de ces grandes métropoles. Et là où historiquement on était plutôt sur des zones de 100 à 500 000 habitants, on commence à voir des questionnements sur faut-il s'implanter dans des centres-bourgs, dans des villes qui jouent le rôle d'une centralité à l'échelle d'un bassin de vie. Donc on voit bien que et vous verrez d'ailleurs dans l'étude, on a, merci à Domitis de nous avoir ouvert ces éléments sur la stratégie d'implantation. On voit bien que en fonction du temps, la diversification de l'implantation territoriale atteste du fait que l'outil se répand partout. Et puis, au-delà des aspects régionaux, il y a l'aspect de l'implantation dans la ville. Là, c'est pas très original, mais c'est la proximité des aménités, des fonctionnalités de la centralité urbaine, l'insertion dans son environnement, on va y revenir. Mais c'est aussi un sujet qui est extrêmement essentiel, qui est où je choisis de l'implanter dans ma ville, dans un souci d'équilibrage et dans un souci de proximité avec les services publics, services de soins, pharmacie, commerce, etc. Oui, on comprend bien qu'une résidence-service senior qui se trouve à 5 km de la première boulangerie et de la première pharmacie, ce n'est pas forcément optimal pour les besoins des personnes qui y sont hébergées. Quatrième point d'alerte pour les élus locaux, c'est la question, et elle nous est souvent posée en réalité. Je vois arriver toute une série de promoteurs, d'opérateurs, de gestionnaires que je ne connais pas. Comment puis-je juger de la pertinence de l'acteur que j'ai en face de moi ? C'est une question qui nous a été posée par de nombreux maires qui ont dans leur ville, surtout quand elle est importante, 3, 4, 5, 6 projets sur leur bureau. Et donc nous, on n'a pas donné une liste de noms, mais quelques éléments essentiels, et notamment ce couple promoteur immobilier, gestionnaire. La résidence-service senior n'est pas qu'un projet immobilier. C'est ensuite un projet de vie des seniors qui vont venir, qui vont s'implanter dans un quartier, dans une ville, dans un centre-ville, qui vont vouloir essaimer dans la vie sociale de la commune et qui doit avoir une animation interne qui soit pertinente et développée. Donc, ce que doit regarder le maire, c'est pas seulement, parce que souvent ça peut arriver qu'un promoteur local qu'on connaît bien se dise, tiens, il y a un effet d'opportunité sur en ce moment une résidence-service senior, mais ça ne suffit pas. Il faut regarder évidemment la qualité du gestionnaire. C'est ce couple-là qui évitera des ennuis futurs, parce que vous voyez bien que si c'est uniquement une opération immobilière, ça se transformera en logement, où toute la partie autour des services ne sera pas gérée, sera délaissée peut-être à un moment donné. Et là, pour le coup, évidemment, à la fin des fins, c'est bien le maire ou le président d'agglo qui sera ressenti comme responsable d'une telle situation. D'ailleurs, sur ce dernier point, pour aider aussi au choix, on peut mentionner le label qui a été mis en place par les gestionnaires, enfin les opérateurs qui s'appellent Visea et qui contribuent aussi à l'aide à la décision pour à la fois les décideurs locaux, mais aussi pour, bien évidemment, les personnes âgées et leurs familles elles-mêmes. Enfin, le dernier critère, ou le dernier point de vigilance, qui est peut-être devenu aujourd'hui un point extrêmement important, c'est l'intégration de la RSS dans l'écosystème global d'accompagnement du vieillissement sur le territoire. Je disais tout à l'heure, ce n'est pas un objet qui doit être, et aujourd'hui les maires sont de plus en plus attentifs à ça, ce n'est pas un objet déconnecté de cette politique de la longévité en cours de structuration à l'échelle des territoires. Dans le précédent rapport de Matière Grise, on a parlé de l'EHPAD plateforme, de la manière dont l'EHPAD pouvait rayonner pour les personnes dépendantes, fragiles, qui pouvaient bénéficier d'un certain nombre de fonctions support portées par l'EHPAD. D'une certaine manière, un des enjeux pour les RSS aujourd'hui, c'est d'être une sorte de plateforme de service, ou en tous les cas en lien avec la politique que la ville, que le tissu associatif peut mener. Et donc là, on a mentionné des initiatives où tel RSS peut accueillir des activités associatives, des activités municipales, voire des activités de téléconsultation en lien avec l'offre médicale. Et donc ça, c'est un enjeu essentiel pour les maires qui cherchent à structurer une offre à destination de ceux qui vont être les résidents, bien évidemment, de la RSS, mais de regarder comment
ça peut ruisseler, si j'ose dire, ou en tous les cas bénéficier à celles des personnes âgées qui, sans être résidents de la RSS, peuvent bénéficier sur les aspects de restauration qui sont essentiels, sur les aspects de lutte contre l'isolement, de prévention, parce que c'est des lieux, en gros, un peu totémiques et emblématiques d'une politique de lutte, en tous les cas, d'accompagnement de la longévité. Bon, voilà rapidement, trop rapidement, mais suffisamment pour ce matin présenter le rapport qui fait donc une quarantaine de pages, qui prend cette forme-là et qui sera disponible en fin de matinée sur le site de Matière Grise. Vous pouvez, comme tous les autres documents de Matière Grise, le télécharger absolument gratuitement. Et donc vous aurez, de manière beaucoup plus détaillée que ce qu'on vient de dire là, les éléments majeurs. Je veux d'ailleurs remercier les deux auteurs principaux de cette étude, que sont Anne Kuhn-Lafont, qui est la déléguée générale du think tank Matière Grise, et Robin Troutot, qui ont travaillé au cours des derniers mois pour rédiger ce document, avec la collaboration, je veux la citer également, de Laurence Valentin. Nous allons, avant d'écouter les élus qui vont s'exprimer ensuite, deux petites pastilles rapides. Je vais appeler d'abord à la tribune Frédéric Walter, qui est le directeur général de Domitis, qui est évidemment membre du think tank Matière Grise, mais qui, au-delà de ça, Domitis est donc le premier groupe français aujourd'hui quantitativement, puisque je crois que c'est plus de 110 résidences partout dans le territoire. Et donc on voulait demander à Frédéric Walter, en quelques minutes, de nous peut-être redresser le portée de la RSS. Qu'est-ce qu'une RSS, ou aussi qu'est-ce qu'elle n'est pas, puisque encore beaucoup d'élus locaux, beaucoup de responsables publics n'ont pas encore une vision extrêmement précise de cet objet qui, certes, est un peu ancien et qui pourtant, dans l'esprit des uns et des autres, reste encore très, très nouveau. Merci Luc, merci Jérôme, bonjour à tous. Luc, on va corriger le chiffre tout de suite, est un petit peu en retard. On a ouvert la semaine dernière la 134e résidence en France et on va en ouvrir une vingtaine cette année. Alors, simplement pour commencer par répondre à la question, est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'il y a de la demande et est-ce qu'il n'y en a pas trop, parce qu'on me pose souvent la question, vous dire qu'en général, au bout des 2 années de remplissage, de montée en puissance, on atteint chez Domitis un taux de remplissage d'occupation des résidences qui dépasse 95%. Donc la demande reste très forte. Qu'est-ce que c'est une résidence Domitis ? Je vais rebondir sur ce que Luc a dit. Ce n'est pas un ensemble immobilier. Alors c'est vrai, quand on passe devant et quand le maire délivre son permis, ce qu'on voit, c'est un immeuble de logement, en général des appartements, principalement 2 pièces, avec souvent des espaces extérieurs, jardin, balcon, des 3 pièces et des grands studios, superficie moyenne, une petite 50aine de mètres carrés. Donc on n'est pas dans des chambres, on est dans des logements, on est dans de l'habitation. Et il faut rentrer à l'intérieur pour voir la différence avec un immeuble d'habitation normal. L'immeuble d'habitation normal, vous allez avoir une petite entrée, un ensemble de boîtes aux lettres. Dans une résidence senior, vous allez avoir évidemment un accueil, mais vous allez avoir beaucoup de locaux qu'on appelle, nous, des locaux d'exploitation, qui ne sont pas des parties communes, que les parties communes, il y en a, il y a des ascenseurs, des couloirs, mais là, on est dans des locaux d'exploitation. Vous allez voir un accueil, vous allez voir un bar qui est un lieu de rencontre, vous allez voir un grand restaurant, vous allez voir une piscine, une salle de gym, un salon de coiffure, et j'en passe. Donc il faut aller, là aussi, je vous renvoie sur le site pour aller voir le détail de ce que c'est qu'une résidence. Et alors imaginez-vous la personne qui a choisi d'installer son domicile dans cette résidence. En général, les gens restent chez nous en moyenne 6 ans. C'est beaucoup, 6 ans. C'est comparable finalement à ce qui se passe dans des immeubles de logement en ville de manière assez classique. Et imaginez-vous donc être chez vous et vous sortez de chez vous et vous avez la possibilité, si vous le voulez, de rencontrer des gens, d'obtenir des services. Et le premier service des résidences Domitis et des résidences-services de nos confrères, c'est le rôle de coordination des besoins. C'est très très important. Une personne âgée peut avoir des besoins, peut avoir besoin de contacter un médecin, un praticien, un kiné, voire même n'arrive pas à contacter sa famille. Et dans ce cas-là, j'ai envie de dire 7 jours sur 7 et parfois 24 heures sur 24, il y a quelqu'un qui est là pour écouter ses besoins et pour proposer, trouver des solutions. Donc ce rôle de coordination est essentiel. Après, vous avez des services
qui sont à la demande en général. Il y a un socle de services qui est inclus dans le loyer. On a parlé de locataires tout à l'heure. Il y a un socle de services. Parmi le socle de services, ce qui nous semble extrêmement important, au-delà de la restauration et du ménage, c'est l'ensemble du programme d'activité et d'animation, dont l'objectif, c'est pas de divertir les gens, parce que bon, divertir les gens, c'est assez facile, on met la télé ou on va au spectacle. Là, il s'agit finalement de proposer des activités et des animations pour permettre aux gens de rester le plus longtemps possible en situation d'autonomie. En tout cas, de faire de la prévention de la perte d'autonomie. Quelque chose pour lequel je voudrais témoigner, c'est que pendant ces 2 années de crise sanitaire, il y a eu des épisodes de confinement extrêmement durs. Alors, on a pu protéger les personnes âgées, mais nombre d'entre elles, au moment finalement, après 2, 3, 4 mois, ont perdu de l'autonomie et finalement ont glissé beaucoup plus rapidement qu'elles auraient dû vers la dépendance. Donc le rôle de ces activités, de ces rencontres, de cette vie sociale, je ne vais pas les détailler, mais ça c'est un socle important. Et le dernier point sur lequel je voudrais insister pour ne pas être trop long, parce que je vois que Luc commence à me regarder un peu, c'est évidemment l'ouverture de ces résidences sur leur environnement, sur leur quartier. Il se passe évidemment énormément de choses, mais surtout c'est un lieu. Nous, quand on parle de lieu d'implantation, on parle souvent de distance à la baguette. Nous, on aime bien s'installer à un endroit où la personne va sortir, avec son petit cabas ou pas d'ailleurs, avec son chien, parce que les animaux domestiques, vous êtes chez vous, hein, c'est extrêmement important de savoir qu'on est chez soi, et va faire les courses dans les commerces du quartier, va participer, je ne sais pas, va acheter son journal, les possibilités sont évidemment infinies, c'est la vie normale. Nombre de gens ont encore leur voiture, pas la majorité, mais nombre de retraités qui s'installent dans les résidences seniors ont des voitures. Donc, mesdames, messieurs les élus locaux, il faut des parkings quand même. Hein, il faut un peu de parking. Il n'en faut pas trop, mais il en faut quand même. Et donc, à partir de là, on a forcément des liens très étroits avec l'ensemble des personnes qui apportent de l'aide et des services aux personnes âgées dans une ville. C'est un domicile, certes, un peu collectif avec de la coordination, mais c'est avant tout un domicile. Bon, je peux vous en parler pendant des heures si vous voulez, mais je ne sais pas si j'ai le temps, Luc. C'est bon pour toi ou est-ce que tu veux que j'aille plus loin? Non, c'est très bien, merci beaucoup. J'en profite d'ailleurs pour donner une information qui est là aussi assez méconnue, c'est que l'âge moyen d'entrée dans les résidences services seniors est environ de 80 ans, je crois que c'est ce qui se passe chez Domitis et ailleurs. L'âge moyen, par contre, des résidents à l'instant T, pas seulement l'âge moyen d'entrée, peut être parfois bien plus élevé. Et il est fréquent maintenant de plus en plus d'avoir des personnes de 85, 86, 87 ans dans une résidence service senior. Je le dis à ceux qui ne connaissent pas très bien ce secteur et qui penseraient que la résidence senior, c'est uniquement le jeune retraité fringant. On est là de toute façon à chaque fois dans l'EHPAD comme dans la résidence service senior sur des personnes qui ont au-delà de 80 ans, mais qui, à un moment donné, si elles n'ont qu'une dépendance de type physique, je marche avec un déambulateur, je ne vais pas en EHPAD uniquement parce que je marche avec un déambulateur. Et donc, je ferai le choix d'un établissement pour personnes âgées autonomes, valides. Et c'est un peu ça aussi, la ligne de fracture aujourd'hui qui se dessine entre les résidences services seniors et les EHPAD. Merci Frédéric. Je confirme. Nous, on a plein de centenaires chez Domitis. Oui, il y a aussi Donc les gens restent très longtemps et sont très contents d'être là. Et on a effectivement des déambulateurs et des cannes, mais ça va très bien. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Je vais appeler tout de suite Jean-François Vitou, qui a la particularité de présider un groupe associatif à but non lucratif qui compte beaucoup d'EHPAD, certes, mais aussi justement de résidences autonomie. Et de regarder avec lui comment demain le champ de cet hébergement pour personnes âgées fragiles mais valides va se développer et comment l'accessibilité sociale va devenir aussi, dans le cadre des résidences services seniors, un enjeu majeur. Merci Luc, merci Jérôme pour vos présentations. Bonjour à tous. On a un petit côté retour vers le futur, en fait, là, ce matin, puisque, en fait, Jérôme le soulignait tout à l'heure, la question de qu'est-ce que peut être une résidence service senior à vocation sociale,
en fait, elle a été un peu déjà étudiée dans les années 70, ça s'appelait les foyers logements, qu'on a rebaptisé résidence autonomie. Et évidemment, quand on regarde ce que rappelait Jérôme tout à l'heure, c'est-à-dire les évolutions démographiques, les 4 millions de 75 ans et plus des 20 prochaines années, il y en a une partie qui appartiendra au 2e, 3e, 4e, 5e décile de la population française. Et donc la question qui se pose naturellement, c'est comment est-ce que demain, on va être capable de faire ce qu'on a plus ou moins d'ailleurs bien réussi quelque part avec les foyers logements et les résidences autonomie. Et donc la question du demain, elle renvoie à comment est-ce qu'on peut penser des résidences services à vocation sociale, je ne sais pas quel nom on peut leur donner, ou des résidences autonomie revues et corrigées, comment est-ce qu'on peut les penser dans le monde d'aujourd'hui? Et en fait, ça renvoie à 4 questions relativement simples. La première question, c'est comment est-ce qu'on peut développer aujourd'hui cette offre nouvelle dans des conditions qui sont des conditions économiquement soutenables. Économiquement soutenables, c'est-à-dire qui font que les gens qui vont être accueillis vont pouvoir acquitter le loyer, plus les charges, plus les prestations dont ils vont avoir besoin et qui correspond à leur niveau de revenu, qui est encore une fois le niveau de revenu du 2e, 3e, 4e décile de la population française et pas celui des derniers déciles. Et donc, pour arriver à répondre à cette question, il faut derrière être capable justement de concilier des équilibres qui sont des équilibres financiers, c'est-à-dire comment est-ce que je mets en place le financement de cette opération nouvelle. Et donc, c'est toute la question de l'éligibilité au financement adossé à la ressource au livret A. Cette question-là, elle a été en partie tranchée dans les réflexions sur l'habitat partagé et sur l'habitat inclusif, mais elle n'est pas encore aujourd'hui complètement généralisée. On sait qu'il y a encore quelques restrictions de fait et de droit qui existent sur ce financement. La deuxième question, c'est comment est-ce que, et ça renvoie à la remarque de Jérôme tout à l'heure, comment est-ce que les élus locaux qui pensent l'aménagement de leur territoire et la réponse à la question du vieillissement vont se dire j'accompagne ou pas au travers du foncier. Comment est-ce que j'accompagne ou pas la construction de ces équipements à destination de ma population ou de la population qui m'a confié les rênes de la ville? Et donc ça renvoie à la question du coût du foncier. Troisième question, c'est la question qui est celle des surfaces. Il est évident que quand on regarde, en gros, un opérateur aujourd'hui qui fait une résidence senior à vocation sociale, il peut acquitter un loyer qui va être à peu près 40% de celui que peut payer un opérateur qui gère une résidence service senior. Or, les règles de construction, les normes de sécurité, les coûts de construction, tout simplement, font que c'est pas parce qu'on construit une résidence service senior à vocation sociale qu'on sera 40% moins cher en prix de revient bas de bilan de l'opération que quand on fait une résidence service senior. Donc, il faut aussi travailler sur les superficies. Et quand on travaille sur les superficies, ça veut dire qu'il faut réfléchir à quels sont les équipements, quels sont les éléments qui sont absolument nécessaires à la population et pas simplement ceux qui sont souhaitables. Parce que si on ne peut pas tout faire, on va d'abord se centrer sur ce qui est absolument nécessaire. Et cette question de qu'est-ce qui est nécessaire pour les personnes âgées demain renvoie aux interrogations qu'on peut avoir tous sur les prestations d'accompagnement. Frédéric Walter les a évoquées tout à l'heure, les prestations en matière de soins, d'accès aux soins, d'accès à la santé. Comment est-ce qu'on organise ça au bénéfice des populations les plus modestes? Et enfin, la quatrième et la dernière question, c'est comment est-ce qu'on fait comprendre, comment est-ce qu'on fait connaître, comment est-ce qu'on fait partager, si je puis dire, l'existence de ces structures nouvelles qu'on développe dans un environnement qui est un environnement où les personnes âgées, on le voit bien quand on les interroge, elles ont un tout petit peu de mal à se repérer. Alors je pense que la crise Covid, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, a bien permis de comprendre ce qu'était en réalité un EHPAD, ce que tout le monde sait, mais comme le disaient Jérôme et Luc tout à l'heure, un EHPAD c'est un endroit où vivent des gens en fin de vie, des gens qui sont atteints de troubles du comportement. C'est ça la vocation de l'EHPAD, c'est pour ça qu'elle est faite, et ce lieu-là, cette fonction-là, elle la remplit mieux que personne aujourd'hui. Et donc rien que pour ça, je veux dire, elle mérite la reconnaissance de la société dans son ensemble. Donc ça c'est le premier élément. Mais cette population-là est une population particulière, c'est un établissement spécifique. Et après, la population des personnes âgées, aujourd'hui, ce qui existe entre ce qu'elle perçoit être son domicile familial diffus et ce monde des EHPAD, assez souvent, ce n'est pas encore complètement clair. Et j'ai envie de dire que c'est encore moins clair pour les populations modestes parce qu'elles n'ont pas forcément toujours la même capacité d'accès à l'information que les populations qui ont plus le temps, plus les moyens de se renseigner et de travailler. Et donc le travail qu'il y a à faire avec les élus locaux, c'est à la fois non seulement de construire cette offre nouvelle, mais aussi quelque part c'est de la faire connaître et d'arriver à bien l'intégrer dans le tissu existant. Et c'est ça tout le challenge, mais j'ai envie de dire, c'est si on réussit à faire demain pour les 4 millions de plus 75 ans, dont une partie sera modeste, ce qui avait commencé à être fait dans les années 70 avec les logements foyers, on aura quelque part rempli une mission utile. Merci Jean-François pour cet exposé extrêmement précis avec plein d'éléments qui vont du coup pouvoir faire
réfléchir les élus locaux et permettre de tordre aussi un peu le cou à l'idée convenue, qui pouvait être vraie peut-être au tout début, que la résidence-service senior était uniquement destinée aux retraités les plus aisés. On voit bien aujourd'hui que la diffusion partout sur le territoire de ce type d'établissement fait qu'il se démocratise et il faut maintenant inventer évidemment les nouveaux dispositifs qui permettent d'avoir une accessibilité sociale meilleure encore. Nous allons aller rejoindre au Havre Florence Thibaudot-Reynaud. Est-ce qu'on la reçoit bien? Et est-ce qu'elle va apparaître à l'écran sur le Zoom? Oui, tout le monde la voit? Oui, non? Ah, il faut qu'elle prenne la parole. Alors, donc Florence est à la fois maire adjointe au Havre, elle est également conseillère départementale de Seine-Maritime, et elle est ici aussi en qualité de représentante de France Urbaine. Vous savez, c'est l'association des élus qui fédère essentiellement les grandes villes, les métropoles, et les agglomérations importantes. Florence, est-ce que vous nous entendez? Oui, quelques minutes. Donc, pour rebondir, parce que vous avez raison, c'est compliqué de résumer cette transition démographique en quelques mots, mais au titre des grandes villes de France et des métropoles, évidemment, on s'inscrit complètement dans la démarche que vous avez présentée. On doit absolument adapter nos domiciles existants et puis bâtir des passerelles. On voit bien que aussi qu'on a de plus en plus, et vous l'avez dit tout à l'heure, je crois que c'est Jérôme qui l'a dit, une notion de projet de vie, réfléchir en notion de parcours et de lisibilité pour l'usager. C'est la grande question en fait des élus locaux, et notamment, M. Litou a bien dit, la notion d'information. Comment on accompagne la longévité et comment, je dirais, la difficulté pour les collectivités, c'est que le vieillissement, c'est pas que le sujet de l'élu en charge des affaires sociales, mais bien la culturation de tous les élus, puisque en premier lieu, c'est l'habitat est une des clés, et donc par conséquent, dans nos politiques publiques, c'est vraiment, on voit bien que la résidence service senior pourrait être un besoin intermédiaire entre le domicile et l'État. Pourquoi il est indispensable que les territoires soient, et notamment la plupart des élus, et pas simplement les élus en charge de l'urbanisme, autour de la table, c'est parce qu'on connaît l'offre. Au Havre, on a de nombreux logements sans ascenseur. On est en capacité d'évaluer les besoins, d'être dans une démarche de planification de l'offre, et puis aussi une approche collégiale, un peu comme un ensemblier, le maire est l'ensemblier de plusieurs personnes, et évidemment, si je prends la question du département, les bailleurs, les interprètes, les personnels, les professionnels du secteur. Et donc, on doit se mettre tous autour de la table pour construire cette offre. Au niveau architectural, urbanistique, mais surtout au niveau des bâtiments construits, on arrive parfois un peu tard, alors qu'on a aujourd'hui dans nos CCAS des clics, dont c'est le métier d'adapter les logements. Alors, est-ce que c'est les clics à ce moment-là, mais comment on travaille plus avec les services d'adaptation du logement au moment de la construction de ces bâtiments, même si je sais que voilà, quand on en est à 130 comme Domtis, on a maintenant un certain retour, à Paris aussi, puisqu'on était il y a peu de temps en train de me sur le Havre, mais on a un certain retour sur les besoins, mais on voit bien qu'ils sont croissants. L'idée, c'est évidemment pour les maires de trouver plutôt les emplacements qui répondent à la lutter contre l'isolement, le lien intergénérationnel, le lien social, être sûr d'être à proximité de tout commerce pour éviter les structures, les sujets d'évitement et de se dire la baguette de pain est trop loin et donc du coup je ne vais pas la chercher. Mais une fois que j'ai dit ça, on a aussi tout un travail de vigilance pour savoir que nos résidences, les services seniors doivent s'adapter aussi aux catégories un peu de vulnérabilité de notre public. Si on prend le Havre, on sait qu'on a quand même de plus en plus, puisqu'on a fait une étude en vue d'un Covid vieillissement, de plus en plus de seniors qui sont non propriétaires avec des problématiques sociales importantes, et donc il ne faudrait pas qu'on ait une espèce de dichotomie entre des résidences d'autonomie sociale dans les quartiers
quartiers, et puis des résidences services seniors pour personnes aisées dans les quartiers un peu plus favorisés. Il faut vraiment qu'on s'attache à avoir cette volonté de mixité dans nos quartiers et d'accessibilité autant physique que financière en fait, pour nos publics en fragilité. Donc je pense aussi, pour conclure, parce que je sais que le temps est compté, il faut aussi qu'on ait un modèle totalement transparent, avec des moyens de contrôle, parce que on voit bien que les derniers les gens sont en demande, et je pense que si on a un référentiel auprès des élus, ce sera beaucoup plus simple pour rassurer, je pense, les populations qui sont... On est encore dans une société où on a du mal à imaginer son vieillissement, hein, pour nous-mêmes ou pour ses proches. Et donc, comment on peut rassurer qu'on ne subisse pas en fait sa fin de vie, mais qu'on choisit bien la manière dont on a envie de finir sa vie. Et quelle richesse c'est pour un territoire que de finir sa vie dans de bonnes conditions, parce qu'on ne parle trop on ne parle pas assez plutôt de cette richesse, de ce vieillissement de la population en termes de liens intergénérationnels, de bénévolat. J'en passe des meilleurs, mais en tout cas, plus on est dans des conditions épanouissantes, et plus on peut bénéficier de cet apport important et cette richesse de vieillissement de la population. Et puis enfin, tout à l'heure, Jérôme parlait de notions de parcours de santé. On sait plus que dans nos territoires, on a des grosses difficultés d'accès à la santé. C'est comment on peut aider aussi bien les résidents que les habitants avec cette notion de parcours de santé. Et aussi, et je terminerai par là, dans ces appartements, enfin dans ces résidences, ne pas oublier parfois les appartements de répit pour soulager les aidants. Parce que là aussi, on aura un vrai sujet. Excusez-moi, je vous ai dit que j'ai fini, mais j'ai encore une dernière chose. C'est, parce que le sujet est vaste et que tout, c'est la grande inquiétude que nous avons sur le personnel, que nous aurons à mettre à disposition dans les prochaines années. Et cette notion de valorisation des métiers, et notamment de sens de ces métiers, qui me semble être un enjeu terriblement important. Merci beaucoup Florence. Pendant que vous parliez, on a vu passer courir derrière vous Agnès Firmin-Lebaudot sur la plage, puisqu'elle est députée du Havre aussi, et qu'elle vient de nous faire un petit coucou par message interposé. C'est pour ça que je me permettais de la citer. Elle était, je ne sais pas si elle est encore présente, mais elle vient d'écouter notre propos introductif. Nous allons aller dans la Drôme, puisque Nathalie Niaison, maire de Bourg-de-Péage, est à la fois la représentante de l'Association des Petites Villes de France, mais aussi elle est membre du bureau de l'Association des maires de France. Je ne sais pas si elle est bien connectée, si elle nous entend. La voilà. Voilà, bonjour Nathalie. Eh bien, même chose, on vous laisse la parole pour quelques minutes pour nous présenter les problématiques telles que vous les considérez de là où vous êtes. Merci beaucoup pour avoir cette opportunité à chacun d'entre vous de vous exprimer sur ces questions de logement pour nos populations les plus âgées. On pourrait aussi les définir comme les plus fragiles. Nous, à l'Association des Petites Villes de France, nous sommes très sensibles à ces questions puisque les plus de 75 ans dans nos populations représentent 13% de nos habitants, ce qui est plus que la moyenne nationale. Donc, ce sont des sujets qui nous préoccupent vraiment très, très fortement. Donc, nous sommes attachés, je vais reprendre un petit peu les mots qui ont été dits par l'élu du Havre, parce qu'on est vraiment dans les mêmes problématiques et les mêmes réponses, que ce soit la taille de la commune. C'est vrai que nous sommes attachés à un parcours de vie au niveau du logement. Et il y a effectivement un sas entre la maison, j'ai envie de dire familiale, la maison où la famille a évolué, s'est épanouie, et puis les enfants sont partis, on a vieilli, potentiellement on a vécu un deuil, et un sas entre cette période-là, cet habitat-là, et puis l'habitat qui est en EHPAD, parce que là, il y a des soucis de dépendance. Et donc, ce sas, il est effectivement très important pour faire en sorte
que nos personnes âgées restent dans l'autonomie, restent dans une vraie vie sociale, lutter contre l'isolement, lutter contre le fait de se retirer de la société. Et à travers tous les dispositifs dont vous avez parlé, on garde ce lien social. Et au-delà de l'adaptation du logement, il y a cette notion de lien social, il y a cette notion de service, d'ouverture sur l'autre, sur la société, qui fait que on reste plus longtemps alerte intellectuellement et physiquement. Nous sommes vraiment très, au niveau de l'association des petites villes de France, nous sommes très impactés par un dispositif qui s'appelle les petites villes de demain. C'est un dispositif qui a été mis en place par le gouvernement et on souhaite vraiment qu'il y ait une amplification du volet bien vieillir, et notamment avec les questions foncières, les questions de réaménagement de nos centres-villes, parce qu'il faut que les équipements dont nous parlons, les programmes dont nous parlons soient complètement intégrés dans nos centres-villes à proximité. Recording in progress. Voilà, et ce à quoi nous sommes aussi très attachés, c'est la mixité sociale, parce que effectivement, le vieillissement ne regarde pas le portefeuille, et pour autant, il y a besoin de trouver des solutions pour tout le monde. Et je sais que parallèlement, il y a aussi des bailleurs sociaux qui travaillent à des réponses un peu similaires à celles dont on vient de parler. Voilà, donc avec une préoccupation quand même très importante sur le volet l'urbanisme, c'est que nous avons une vraie préoccupation des services de l'État, notamment sur le fait que nous ne pouvons plus aller sur du foncier agricole, sur de l'extension maintenant où il y a de vraies demandes très fortes pour que nous soyons dans la requalification de friches, le fait de reprendre des zones en hyper-centre-ville, ou en tout cas pas d'étalement urbain. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai enjeu et un défi en termes d'urbanisme que de pouvoir densifier et apporter des réponses sans pour autant être dans l'étalement urbain. Voilà. Merci beaucoup Nathalie Niaison, mais on continuera au-delà de cette matinée à travailler comme nous le faisons et comme Jérôme notamment le fait déjà avec l'Association des Petites Villes de France. Vous avez eu raison de citer les programmes à la fois Action Cœur de Ville, ça c'est pour les plus grandes villes, mais notamment le programme Petites Villes de demain sur l'habitat inclusif, puisque tous ces programmes menés, lancés, gérés par l'Agence nationale de la cohésion des territoires prennent maintenant vraiment en compte les questions de vieillissement. C'est un peu nouveau, mais maintenant c'est vraiment le cas. Merci une fois plus de votre témoignage. On voulait aller voir un de vos voisins du Nord, du Nord de Bourg-de-Péage, c'est à Lyon. Pascal Blanchard, vous êtes vice-président de la métropole de Lyon, ce qui était une caractéristique tout à fait particulière, puisque ce n'est pas une ville, c'est une métropole. Et en plus, vous avez dans la métropole de Lyon, cas rare en France, la compétence du conseil départemental. Vous étiez inscrit à cette conférence parce que le sujet vous intéressait. Du coup, on vous a demandé de dire un mot. Est-ce que vous nous entendez ? Je sais que vous étiez entre deux inaugurations, donc... Oui. On vous entend. Bonjour Pascal Blanchard. Eh bien écoutez, dites-nous peut-être un mot sur la façon dont vous, vice-président de la métropole de la deuxième ou troisième ville de France, je ne sais pas, je ne veux pas faire de gaffe avec Marseille, comment vous appréhendez ce sujet des résidences-services seniors ? Écoutez, oui, comme vous l'avez dit, tout d'abord, merci beaucoup pour cette initiative. Et effectivement, je souhaitais me joindre à cette réunion avec un souhait d'acculturation, parce qu'il est important de considérer et avoir une vision la plus précise possible sur ce que sont les résidences services. Comme vous l'avez dit, je suis vice-président de la métropole de Lyon, qui est une
collectivité un peu atypique, puisque nous conjuguons les compétences de l'intercommunalité et du conseil départemental. Et à ce titre, nous sommes donc chefs de file en matière de politique médico-sociale, et notamment tout ce qui concerne les politiques du grand âge, en conjuguant les compétences de logement, d'urbanisme, de transport et les politiques que je porte moi dans la délégation. Alors, même si les RSS ne relèvent pas des compétences directes de la métropole, elles restent malgré tout, puisque nous sommes en charge d'abord des résidences autonomie et des établissements médico-sociaux et des SAD pour le maintien à domicile. L'offre RSS reste une offre très intéressante puisqu'elle s'intègre dans le cadre général de l'adaptation du logement au vieillissement et effectivement contre l'isolement, ça me paraît être un outil tout à fait intéressant, même si ce sont des projets qui sont menés, portés en propre par les communes du territoire, avec des opérateurs privés, associatifs, voire parfois des bailleurs sociaux, mais la métropole reste un interlocuteur direct des communes et des CCAS, et elle joue un rôle de facilitateur sur le plan de l'urbanisme notamment. Nous considérons que les RSS sont une des briques de la palette alternative entre le maintien à domicile et l'entrée en institution. Et à mon sens, c'est un levier vraiment très efficient, je l'ai dit, pour lutter contre l'isolement. Et à la lumière de ces 2 ans de vie sanitaire que nous venons de traverser, on ne peut que se réjouir que ce type d'initiative soit exponentielle. Alors, à nos yeux, les RSS correspondent à un besoin évident et sont l'autre versant du logement social adapté pris en charge par la collectivité métropolitaine de Lyon. Et il me semble que les RSS viennent compléter l'offre globale qui répond à la pluralité des profils. Et pour aller dans ce sens, la métropole, de façon beaucoup plus compétente, s'engage dans un parcours résidentiel et progressif à destination des personnes âgées, mais qui porte d'abord, ça n'est pas un sujet d'aujourd'hui, sur l'habitat inclusif. Alors tout à l'heure, ça a été évoqué comme étant actuellement une niche. Sur la métropole, on est un peu au-delà de la simple niche, puisqu'il y a 15 jours, nous avons signé une convention avec la CNSA, signature à laquelle participait Denis Pifto, du célèbre rapport Pifto et Wolfram, et nous avons engagé déjà 42 projets sur le territoire, ce qui correspond à peu près 700 bénéficiaires de ce dispositif de l'aide à la vie partagée. Et pour finir, parce que je vais effectivement laisser aussi la place à toutes et tous pour qu'il puisse y avoir des échanges constructifs, mais il faut effectivement considérer qu'avec ce choc démographique auquel nous allons pouvoir faire face dans les prochaines années, avec l'arrivée des fameux baby boomers, il est évident que notre société ne va pas pouvoir se contenter d'un dispositif unique et que c'est justement cette palette d'alternatives qui va pouvoir permettre de constituer une offre que je qualifierais plurielle et qui permettra à notre société d'offrir la perspective de vieillir dans la dignité. Dignité, c'est le mot qui préside à ma feuille de route, et je pense que les RSS doivent être une de ces offres pour permettre à chacune et chacun de vieillir dans la dignité. Et évidemment, la métropole reste en permanence en lien avec les communes, et comme je vous l'ai dit, de par ces compétences conjuguées, on arrive à engager des instructions de dossiers de façon assez fluide, ce qui permet de ne pas être trop en retard dans cette course contre la montre avec une évolution démographique que je vous ai décrite juste précédemment et que vous avez évidemment toutes et tous en tête. Et puis juste pour rebondir, c'est leur sujet, mais sur ce qu'a évoqué ma collègue Florence Huard, quand elle parle de valorisation des métiers, oui, aujourd'hui c'est la grande priorité, c'est le sujet qui nous préoccupe. Moi je siège à l'ADF, à l'Assemblée du département de France et également à France Urbaine, et c'est un sujet récurrent qu'il faut impérativement que nous prenions en considération avec une place
choses, mais ça va être le sujet du moment en matière de réponse à cet appel urgent que nous font les différents opérateurs. Voilà, je m'en arrête là. Bien sûr, je suis à votre disposition pour répondre à des questions si vous souhaitez. Merci beaucoup Pascal Blanchard. Donc on est allé au Havre, on est allé à Bord-de-Péage, on est allé à Lyon. Je sais qu'il y a d'autres élus qui étaient inscrits. Là, je n'ai pas la possibilité de voir s'ils sont présents, mais à Nice, à Strasbourg, à Saint-Étienne, des adjoints au maire étaient inscrits à cette conférence, montrant que voilà, c'est un sujet qui intéresse les élus locaux, quelle que soit d'ailleurs au demeurant la taille de la ville. On vient de le voir là encore avec l'AMF, France Urbaine, et l'Association des petites villes de France. Deux flashs très rapides avant de répondre aussi à quelques questions. D'abord, on va demander à Guy Fontaine du groupe SOS de venir rapidement à la tribune, parce qu'on a évoqué avec Jean-François Vitou l'aspect social des résidences de demain, et je sais que le groupe SOS travaille justement sur des résidences sociales intergénérationnelles. Peut-être un mot rapide, Guy. Le groupe SOS Senior est une association, c'est l'un des 9 secteurs d'activité d'un groupement d'économie sociale et solidaire qui s'appelle le groupe SOS. Nous gérons effectivement plus de 110 établissements médico-sociaux pour personnes âgées, essentiellement des EHPAD au départ qui nous sont confiés par des hôpitaux, des CCAS et aussi des associations dans le cadre de reprise de gestion. Mais avant d'aborder la question des résidences seniors du parc social, nous avons souhaité élargir notre offre, tout d'abord en sanctuarisant l'offre des résidences autonomie, qui sont donc ces fameux anciens foyers logements des années 70-90, essentiellement gérés par des CCAS et des associations, qui aujourd'hui sont souvent vétustes, avec une typologie de logement de studio qui n'est plus adaptée à la demande. Et donc nous essayons de sanctuariser cette offre avec des CCAS qui nous transfèrent leur résidence autonomie et que nous rénovons complètement en essayant effectivement d'offrir une catégorie de logement qui correspond aux attentes des personnes âgées, qui est plutôt des T2 plutôt que des studios, avec une chambre séparée, effectivement, dans des logements qui sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Je voudrais simplement rappeler à cette occasion qu'il y a en France 2200 résidences autonomie, donc 2,5 fois plus de résidences autonomie que des résidences services seniors, et qu'il y a des communes qui sont tentées par le déclassement de ces anciens foyers logements à cause de ces lourds travaux de rénovation à financer, et aussi parce que les résidences autonomie sont des établissements médico-sociaux qu'il est parfois complexe réglementairement de gérer. Donc déjà, notre association a voulu se développer dans le cadre d'une offre globale qui vise à offrir une liberté de choix sur les territoires. Les personnes âgées aujourd'hui veulent une liberté de choix, et pour ça, il faut des opérateurs qui sont en capacité de proposer une offre globale. EHPAD, résidence autonomie, et entre le domicile, la résidence autonomie et l'EHPAD, un certain nombre de maires et de bailleurs sociaux nous ont interpellés en disant « Nous avons des résidences services seniors qui s'adressent plutôt effectivement à des retraités aisés, mais il nous manque entre le domicile et la résidence service senior, quand nous n'avons pas de résidence autonomie, il nous manque une offre de logement social, d'habitat regroupé, avec un minimum d'accompagnement. » Et donc, nous avons réfléchi avec eux et nous avons identifié une disposition de la loi Elan de 2018 qui a créé une nouvelle catégorie de logement foyer. Il y en existe une, qui est le logement foyer, qui est un établissement médico-social et qui, pour les personnes âgées, dans le Code de l'action sociale et des familles, correspond à la résidence autonomie et à l'EHPAD. Mais par contre, la loi Elan a créé une autre catégorie, qui est le logement foyer, qui n'est pas un établissement médico-social et qui permet du coup aux bailleurs sociaux de financer avec des prêts locatifs sociaux à la fois du logement individuel, mais en même temps des locaux collectifs résidentiels. Donc nous avons créé un concept que nous avons appelé la résidence senior ou intergénérationnelle à vocation sociale, en essayant de se servir de ce dispositif de la loi Elan, qui n'était pas opérant puisqu'il manquait un décret d'application. Ce décret d'application est paru le 26 décembre dernier, mais malheureusement restreint ce dispositif à la catégorie de l'habitat inclusif. L'habitat inclusif, même si réglementairement le nombre de logements n'est pas défini, la doctrine aujourd'hui prônée par la CNSA encadre l'habitat inclusif
dans un nombre maximum de logements, de 12 logements, pour lequel il est effectivement difficile de trouver un modèle économique, et qui se traduit par un succès du point de vue du champ du handicap, puisqu'aujourd'hui il y a à peu près 9 projets sur 10 d'habitat inclusif qui sont des habitats inclusifs pour personnes handicapées, mais on pourrait dire qu'il est un peu un échec du côté des personnes âgées, puisqu'il n'y a pas 9 fois plus de personnes handicapées que de personnes âgées en France. Et donc on voit bien que la politique publique d'habitat inclusif pour personnes âgées n'est pas arrivée tout à fait, n'est pas tout à fait optimisée. C'est la raison pour laquelle une association à but non lucratif comme la nôtre participe aussi à un think tank comme Matière Grise. Nous attendons que dans le champ du parc social et pour des retraités qui sont éligibles au logement social, eh bien, ils aient accès eux aussi à une offre qui soit adaptée à la fois à leur degré d'autonomie et en même temps à leur niveau de ressources. Et par exemple, avec ces nouveaux logements foyers qui ne sont pas des établissements médico-sociaux, mais aussi du point de vue des résidences autonomie, la loi d'adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 a permis aux résidences services seniors d'avoir une autorisation service d'aide à domicile automatique, leur permettant automatiquement de proposer de l'aide à la personne à leurs résidents. Ce n'est pas le cas dans les 2200 résidences autonomie en France qui n'ont pas cette autorisation automatique et qui ne peuvent pas proposer du service à domicile à leurs résidents. On voit que dans le champ du logement social, de l'habilitation à l'aide sociale, il y a là aussi à faire émerger une offre qui permette de ne pas faire de discrimination entre le niveau de revenu des personnes âgées. Merci beaucoup Guy Fontaine, c'est passionnant parce qu'il y a deux sujets, notamment, on l'a bien vu ici, le sujet de la frontière entre résidence autonomie et résidence service senior qu'avait déjà évoqué Jean-François Vitou tout à l'heure, mais aussi la question de la frontière entre habitat inclusif et résidence service senior, puisque tout ça c'est de l'inclusivité, mais manifestement il y a aussi des frontières réglementaires qui jouent sur les effets de taille. Richard Clavry, qui est avec nous et qui va venir nous rejoindre aussi avant qu'on réponde à des questions qui se sont posées. Peut-être que ensuite Jérôme pourra les recenser. Richard Clavry est le président de Montana, qui est également membre du think tank, mais aussi un gestionnaire de résidence service senior. Peut-être deux mots sur deux petits sujets qu'on voulait aborder. Oui, merci Luc. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence et votre intérêt pour notre secteur des résidences services seniors. Alors je vous propose d'aborder simplement d'un point de vue concret ce qui me semble être des avantages de nos propositions, de nos résidences, du point de vue de l'urbanisme, du point de vue de l'emploi de l'activité économique et du point de vue de nos riverains, des quartiers de nos voisins. Du point de vue de l'urbanisme, une résidence service senior représente souvent 100-120 appartements et elle crée une fluidité dans les habitats puisqu'elle permet en fait de transformer par le déménagement d'une personne âgée qui va libérer un appartement de grande taille ou une maison et qui va pouvoir offrir à son tour la possibilité pour une famille ou des gens extérieurs de la commune de venir s'installer. Donc on organise une fluidité du parc immobilier, ce qui est assez vertueux. On fabrique aussi des bâtiments qui sont neufs, qui sont respectueux des dernières normes environnementales, qui ont un impact écologique relativement faible. Et puis, ça a été évoqué tout à l'heure, on n'a pas beaucoup de trafic automobile autour des résidences seniors. Certes, ce sentiment de liberté existe et puis nos clients, nos résidents ont leur voiture pour une partie d'entre eux, mais le trafic automobile est assez faible autour de nos résidences. On peut regarder le point de vue de l'emploi et de l'activité économique dans un second temps. Nous créons plusieurs dizaines d'emplois pour chaque résidence. Ça dépend des opérateurs, ça dépend des marques, mais c'est environ entre 15 et 25 équivalents temps plein dans des métiers qui sont ultra locaux, bien sûr, et qui représentent des métiers de service à la personne, des métiers de restauration, des métiers d'hôtellerie, pour lesquels bon nombre des sociétés qui sont les nôtres organisent des formations et donc offrent des passerelles vers l'emploi de manière très locale. Et puis bien sûr, nous faisons intervenir énormément les commerçants, les acteurs économiques de nos régions. Nous avons besoin d'être adoptés dans nos territoires. Les pharmaciens, les médecins, les paramédicaux, les commerçants, les transports de taxi, une foule d'activités économiques sont stimulées par la présence de nos résidences services seniors.
troisième point de vue que je vous propose d'examiner, c'est celui des quartiers. Nos résidences sont des lieux de vie avec des services qui sont ouverts. Nous avons des restaurants, des bars, des piscines, des espaces de remise en forme. Nous sommes bien souvent des tiers-lieux qui permettent aux gens du quartier, aux associations de faire des interventions dans nos résidences. Et puis, ça a été évoqué aussi tout à l'heure, nous offrons des catégories de séjour qui sont assez multiples. Vous pouvez résider de manière permanente dans une résidence senior. Vous pouvez seulement venir en vacances. Vous pouvez venir de manière temporaire en sortie d'hôpital. Vous pouvez venir si vous êtes un aidant familial qui a besoin d'un répit. Donc, ces différentes formules contribuent beaucoup en fait, à l'inclusion de nos résidences dans les territoires. Merci, merci beaucoup Richard. Peut-être Jean-François Vitou, qui peut revenir nous rejoindre une deuxième fois, juste sur l'aspect, on l'a évoqué un peu, hein, mais Arpavi a fait aussi du maintien à domicile, donc pour bien réexpliquer la question des SAD et des résidences services seniors. Oui, parce qu'on est souvent assez critique vis-à-vis du législateur, mais quand même parfois il y a des choses qui sont faites qui sont importantes. D'abord, petit A, il ne faut pas oublier que la loi des 3S, qui est relativement récente, mais a quand même fait un certain nombre de choses. D'abord, la loi des 3S, elle a permis de supprimer le principe d'appel à projet pour les résidences autonomie pour les 3 prochaines années. Donc ça veut dire qu'on peut en créer de nouvelles, premier sujet. Deuxième sujet, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit le représentant du groupe SOS. Les résidences autonomie peuvent délivrer des services à la personne assez facilement, puisque c'est un établissement médico-social. Donc c'est assez facile d'obtenir l'autorisation du département pour le faire. Et troisième sujet, ce qui est aussi très important, ce n'est pas la loi des 3S, mais l'évolution récente du législateur dans le PLFSS, qui va beaucoup accompagner nos sujets de résidence service senior, qu'elles soient sociales ou pas sociales, en fait n'existent, et ça a été très bien rappelé à la fois par les élus de Lyon, du Havre, et de façon très claire, c'est souligné par tous les élus locaux. Ça suppose que derrière, on puisse fonctionner avec un environnement de service à la personne et de service à domicile qui soit favorable. Et l'évolution récente qui a introduit le PLFSS en fusionnant quelque part dans les nouveaux SAD, ce qui était autrefois les SIAD et les SAD, donc demain, on voit bien vers quoi on va vers un nombre réduit en fait, de services à domicile sous le nom de SAD, qui sont les anciens SPASAD, contractualisant dans le cadre d'un CEPOM, et qui naturellement vont s'organiser de façon très claire autour des résidences services seniors ou des résidences autonomie. Donc, le développement des résidences services seniors et le développement des résidences autonomie ou des résidences seniors services à vocation sociale, il suppose parallèlement qu'il y ait une évolution des services à domicile, services à la personne, et quand même là pour le coup, avec le PLFSS tel qu'il est écrit et les mesures pour 2003, on a quand même une évolution qui va dans le bon sens, dans la rationalisation derrière de ce secteur-là. Merci, merci Jean-François Vitou. Jérôme on va regarder un petit peu quelques-uns. Vous avez tous accès au chat, hein, me semble-t-il, avec quelques-unes des questions. Alors d'abord, il y en a une qui fait un peu résonance avec ce qu'ont dit un certain nombre d'élus, mais moi j'ai un peu envie de tordre le cou, parce que parfois c'est présenté comme l'ARSS est un élément intermédiaire entre le domicile historique et l'EHPAD. Et je pense que c'est pas inutile de rappeler, peut-être Frédéric Walter, vous pouvez revenir, avec une question là qui est posée. En fait, vous avez dit c'est 6 ans en moyenne la durée de présence de vos locataires, de vos résidents, mais une très grande partie d'entre eux, en réalité, pas plus que d'ailleurs pour ceux qui vivent à domicile, ne vont à l'EHPAD. On sait que c'est que 20% à peu près des plus de 80 ans qui ont besoin de la prise en charge très spécialisée qu'offre l'EHPAD. Et donc voilà, un petit peu de nous expliquer comment se passe justement quand il y a basculement dans des situations de perte d'autonomie et le type de solutions qui peuvent être apportées sur place dans l'insertion avec les services d'accompagnement et d'aide à domicile, les SIAD éventuellement, ce qui fait d'ailleurs écho à une remarque du gériatre, notre ami Vettel, sur le chat, qui dit bien que l'intérêt aussi de la RSS, c'est qu'on a des gens qui sont en situation de fragilité et de pré-fragilité, et que vous pouvez, en un lieu unique, proposer tous les éléments qui sont ceux de la prévention du basculement, du glissement dans la perte d'autonomie, qu'il s'agisse de prévention des chutes, de lutte contre l'isolement ou des enjeux de prévention de la dénutrition, sujet important, vous le savez pour moi. C'est déjà, vous avez tout dit, hein, Jérôme. Pardon. Mais en gros, le fait d'avoir cette coordination des besoins et d'avoir ces liens avec notre environnement médico-social permet un accompagnement qui est a priori plus long et plus précis que lorsque la personne est dans un domicile diffus. C'est plus simple. Bon, alors pour répondre à la question, combien de personnes vont en EHPAD, c'est moins de la moitié, hein, largement moins de la moitié des personnes qui passent, qui habitent, qui décident d'habiter dans une résidence senior, finalement, vont en EHPAD. La vraie limite, c'est certainement
la personne qui devient désorientée malheureusement. Donc la personne, on n'a pas la capacité dans les résidences-services seniors de prendre en charge la dépendance. Donc on n'est pas en situation... par contre, toutes les autres solutions, l'hospitalisation à domicile, les soins, malheureusement parfois l'accompagnement de fin de vie en soins palliatifs, c'est des choses qu'on est capable d'organiser au sein des résidences en partenariat avec notre environnement, avec les SIAD, avec les services l'hospitalisation à domicile et les services effectivement à domicile. Donc oui, il y a non seulement la prévention de la perte d'autonomie, qui est à travers tout le programme d'activité, et il y a également ensuite le maintien à domicile, le vrai maintien à domicile, certainement plus simple à mettre en œuvre et dans des meilleures conditions de sécurité que lorsqu'on est dans un domicile diffus. Voilà, c'est vraiment la remarque. La RSS, c'est pas une solution transitoire, c'est un élément du parcours résidentiel avec la possibilité, comme pour n'importe quel domicile, à un moment de devoir recourir à une prise en charge plus exactement, et c'est ce qu'on fait très régulièrement d'ailleurs. Qu'est l'EHPAD. Voilà. Alors, toujours sur le chat, Vanessa Wisniaveil, du Haut Conseil, voilà, que Jérôme a déjà abondamment cité, qui est secrétaire général du Haut Conseil de l'âge, nous dit qu'elle va travailler, enfin elle, avec le Haut Conseil, va continuer à travailler cet été sur le modèle économique des RSS, et elle faisait un appel au peuple, donc tous ceux qui souhaitent participer, en tout cas alimenter cette étude, sont les bienvenus, ce qui nous permet de saluer Vanessa Wisniaveil. Je voudrais aussi dire deux mots sur d'autres opérateurs qui ne sont pas forcément présents, mais qui ont participé très activement à cette étude. D'abord, le Steva qui est là aussi un opérateur historique en matière de résidence service senior, les senioriales, et aussi le groupe Eurus, qui est un groupe nantais, du groupe Réalité, voilà, des opérateurs qui nous ont beaucoup alimentés et aidés. Je ne les cite pas tous, mais eux sont plus particulièrement sur le secteur des résidences-services seniors et ont alimenté notre réflexion collective au sein de Matière Grise pour réaliser ce document. Y a-t-il d'autres questions? Alors, il y en a plein de questions, on les découvre au fur et à mesure. Il y avait quelque chose sur le financement. Voilà, donc la question du financement public qui va se poser, moi ce que je retiens quand même, parce que l'idée maître, c'est de n'opposer aucun des modèles. Je pense qu'on a besoin de tout. On a besoin d'un fort développement de l'habitat inclusif, on a besoin d'une modernisation des résidences autonomie et d'une stabilisation de leur modèle économique, parce qu'on sait bien que c'est le fait d'être à ce point dépendant des financements publics, et ce qui donne d'ailleurs une partie de la réponse. Si financement public dans la période il y a à mobiliser, on peut imaginer qu'ils iront d'abord et avant tout sur ces 2200 résidences autonomie, structures médico-sociales, accueillant 110 000 personnes qui souffrent d'une inadéquation de leur modèle économique, de leur modèle bâtimentaire, et qui doit être repensé. Et donc je disais, il y a de la place pour le développement de l'habitat inclusif, et il faut le faire, et il y a de la place pour la modernisation des résidences autonomie, il y a de la place pour le développement des RSS telles qu'elles se sont constituées jusqu'à présent, parce qu'elles ciblent une partie de population qui sont solvables. Les chiffres sont en gros, quand on le rappelle dans le rapport, 40 à 45% des personnes âgées ont les moyens qui leur permettent d'accéder aux RSS telles qu'elles existent aujourd'hui dans les gammes de prix qui vont d'une gamme de base jusqu'à des catégories, jusqu'à une offre très premium, on va dire. Et que par contre, et on l'a bien entendu dans les interventions de Guy ou dans ce qui était dit par M. Vitou, il y a probablement cet espace de développement pour des résidences sociales à vocation, des résidences services seniors, joli lapsus, des résidences services seniors à vocation sociale, et que donc cette palette de moyens a besoin de se déployer. Voilà. Alors quelqu'un sur le chat disait également qu'il ne faut pas oublier ou occulter le fait que de grands groupes immobiliers sont impliqués dans ce secteur. Oui, évidemment, j'imagine que pour construire des murs, il faut s'y connaître un peu en immobilier. Donc effectivement, comme on l'a dit et comme on le redit dans ce rapport, originellement, c'est du secteur immobilier qu'est venu le développement des résidences-services seniors. C'est la raison pour laquelle nous, on a beaucoup insisté dans ce document, mais aussi à l'intention des élus, sur ce qu'on a dit depuis tout à l'heure,
ce qui est important, c'est le couple immobilier gestionnaire. Il ne suffit pas de construire des murs, il faut savoir évidemment gérer les services à l'intérieur, connaître les personnes âgées. L'actualité nous montre que ce sont des critères absolument essentiels, et c'est bien pour ça qu'on insiste sur ce point-là comme un point de vigilance. Cette pratique n'est pas, et c'était redit tout à l'heure, n'est pas qu'une activité immobilière. Il faut d'abord construire des murs, certes, et ensuite faire métier de gérer des services à des personnes dont beaucoup, évidemment, vous l'avez compris, sont fragiles. Je rappelle d'ailleurs aussi que l'évolution, parce que ça veut dire des choses là aussi, on parlait de Nexity, actionnaire d'un groupe de résidence service senior, c'était vrai il y a jusqu'à quelques mois, et Nexity a été remplacé dans ce groupe, qui est Domitis, par AG2R. Voilà. Donc, qui est un groupe de protection sociale que vous connaissez bien. Donc ça aussi, c'est pas neutre. Ça montre aussi que les résidences services seniors sont au cœur d'une question plus sociétale et qu'un groupe de protection sociale, sans que la question est suffisamment importante aujourd'hui dans l'évolution démographique et dans l'évolution de notre société, pour prendre pied comme ça dans un groupe de résidences services seniors, et pas le moindre, puisque c'est le plus important. Qui sont les professionnels qui travaillent dans les RSS. Alors, au moment où la polémique, en ce moment, remplit nos colonnes de journaux sur les ratios de personnel soignant en EHPAD, il n'est pas neutre de savoir effectivement quel type de personnel travaille en résidence service senior. Qui veut venir ici répondre sur les profils, sur l'articulation, sur cette mission de coordination, d'animation, de conseil, voilà. Bien sûr, alors une résidence service senior moyenne chez Domitis, c'est à peu près 25 salariés, dont une partie du personnel directement au contact avec les résidents au quotidien. Donc, comme je disais, il y a des personnes d'accueil et de coordination des besoins. On a évidemment du personnel d'entretien et de ménage qui interviennent dans les locaux d'exploitation et dans les logements des résidents en tant, à ce moment-là, comme service à la personne. On a du personnel de restauration, du personnel qui va effectivement s'occuper des repas, le midi, le soir principalement. On a, et ça c'est très important, dans chaque résidence, au minimum un animateur ou une animatrice à plein temps qui est présent, qui est une espèce d'agent d'ambiance finalement, et qui a pour rôle de s'assurer que toutes les personnes puissent effectivement participer, alors de manière collective ou individuelle, à des activités qui vont leur permettre de rencontrer d'autres gens, de ne pas être isolés dans leur maison. On a ensuite du personnel d'entretien et de maintenance. Et pour finir, on a des personnes qui sont présentes principalement la nuit et qui sont des gens formés pour spécifiquement l'aide à la personne et les premiers secours. Ce ne sont pas des soignants, mais ce sont des personnes qui, on pourrait les intituler auxiliaires de vie, hein, voilà, qui sont effectivement des gens avec des formations assez spécifiques d'auxiliaires de vie et qui ont un rôle extrêmement important dans la sécurité, dans l'accompagnement des personnes 24 heures sur 24. Est-ce que ça répond à la question ? Bah oui, ça répond en tous les cas voilà, à celle qui a été posée. Il y a des questions qui sont justement destinées aux élus sur, d'abord au regard de tout ce qui a été dit, sur comment on assure, donc pour Florence et pour Nathalie, de là où vous êtes, garant de l'intérêt général sur le territoire municipal dont vous avez la responsabilité, cet objectif de mixité sociale à travers la diversité des solutions. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut que ce soit à l'intérieur de la même solution que cette mixité sociale s'exerce, ou est-ce qu'on admet, on assume qu'il puisse y avoir des palettes de réponses qui soient un petit peu diversifiées. Et j'ajoute un point, parce que c'est toujours important, hein, sur tous ces sujets, certains d'entre vous l'ont mentionné, c'est des lieux dans lesquels les personnes âgées elles-mêmes participent, en tous les cas c'est l'objectif, que ce soit en habitat inclusif, en résidence autonomie ou en RSS, à l'élaboration d'un projet collectif. C'est aussi cette dimension-là qui doit être mise en avant. Voilà. Nathalie, Florence, je ne sais pas si vous avez... voilà. Nathalie Niaison. Ouais. Répondre pour la taille de ma commune, on est à 10 000 habitants, donc on est sur un territoire qui est somme toute assez contraint et c'est assez facile de faire de la mixité avec de la juxtaposition de diverses réponses. Voilà, donc on peut vraiment
faire en sorte qu'avec des choix d'urbanisme, qui sont vraiment des choix d'urbanisme de mixité inclusive, qu'il n'y ait pas de quartier qui soit marqué ou stigmatisé. Et l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que notre ville soit aussi que les quartiers soient très en lien avec le centre-ville, avec les services de proximité, avec le commerce, avec... c'est vraiment important d'être dans quelque chose de très en lien, très inclusif avec notre... Même question, Florence, je vois la main qui a été levée. Oui, on a le même si on est sur les plus grandes villes, mais on a la logique de quartier, donc ça vient aussi un peu la même chose que des petites villes, en fait, à l'intérieur d'une grande ville. On est toujours dans ce critère d'inclusivité. Je pense que vous aviez raison tout à l'heure de rappeler qu'il ne faut pas qu'on oppose, en fait, les structures les unes aux autres, et que je crois que c'est M. Blanchard qui a bien dit qu'on doit être dans une palette d'alternatives aujourd'hui, et je pense que c'est ça. L'objectif, c'est vraiment la prise de conscience de la totalité, et pas cette logique de silo où on se dit c'est le sujet d'un tel ou le sujet d'autres. Je pense qu'on doit tous se mettre autour de la table pour faire en sorte de répondre à la demande effectivement, on n'empêchera pas tout ce qui est troubles cognitifs d'aller plutôt dans des structures de dépendance ou de désorientation ou de problématiques. Aujourd'hui, on voit quand même des gens qui bénéficient de la PAC, qui sont chez eux. Il y a une question sur quelles sont les prestations qui sont payées par les personnes handicapées. C'est important. Moi, je pense que ça vaut le coup aussi, parce y compris. Qui peuvent tenir très très longtemps dans leur domicile traditionnel, enfin dans un domicile plutôt traditionnel. Donc, moi, je crois que vraiment, et on y est en train d'y assister, il y a une prise de conscience de comment on imagine aujourd'hui le vieillissement sur notre territoire, et sans vouloir se dire l'habitat inclusif c'est pas la réponse, le RSS c'est pas complètement la réponse. Je pense qu'effectivement la réponse elle est au milieu de tout ça, avec une prise de conscience de la totalité des acteurs et un peu un ensemblier d'une collectivité qui peut répondre à la fois à la bonne connaissance de son territoire pour travailler plus correctement sur cette mixité de nos territoires et cette notion, je sais bien qu'elle est galvaudée, de bien vieillir en tout épanouissement dans nos villes. Merci Florence. Alors dans ce souci d'acculturation, on voit bien qu'il y a aussi des questions, mais qui sont parfaitement légitimes sur comment ça marche très concrètement. Et il y en a deux en fait qui se font écho, qui est comment les prestations, enfin quelles sont les prestations que paye concrètement la personne hébergée. Et le miroir, c'est puisqu'il n'y a pas de financement, on va dire public, de type forfait habitat inclusif ou aide à la vie partagée dans les résidences services seniors, comment justement ces activités de projets collectifs, d'animation ou d'activités sociales en RSS arrivent à être financées. Voilà. Oui, au fond, la question qui est posée, je crois que c'est par Muriel Belin, mais que tout le monde se pose quand on ne connaît pas bien le secteur, c'est qu'est-ce qu'on paye? Le loyer, les services, les options, comment tout ça se facture aux personnes âgées? Oui, les résidences comme Montana, comme Domitis, qu'on appelle des résidences de deuxième génération, c'est-à-dire que ce sont des résidences locatives, composent un tarif sur 3 blocs. On paye le loyer de son appartement sur une base mensuelle, qui varie donc en fonction de la superficie principalement, mais aussi de quelques indicateurs comme l'orientation, la vue, l'étage, ce genre d'éléments immobiliers. Il y a ensuite ce qu'on appelle le forfait de services non individualisable, c'est-à-dire la mise à disposition par la résidence de services d'accueil, l'existence d'un restaurant, l'existence de dispositifs, de parties communes, de parties d'exploitation que le résident loue immédiatement en même temps qu'il loue son appartement. Et puis, il y a une partie troisième qui est la partie des services optionnels que le résident peut choisir ou pas donc de prendre. Bien sûr, la restauration qui est une offre très centrale, mais aussi beaucoup d'activités, d'animation, de stimulation physique, de vie sociale, d'événements. Voilà, donc c'est relativement large, mais il y a toujours cette logique de louer son appartement, contribuer à un forfait de service obligatoire, non individualisable, et puis des services optionnels. Alors, vous le lirez dans le rapport, vous verrez qu'en fait,
opérateur a des logiques un peu différentes, avec des packages plus ou moins intégrés, ce qui explique d'ailleurs, parce qu'il y a une question qui est posée sur le coût moyen des RSS, c'est une réponse difficile à apporter, puisque le coût moyen n'est pas le même selon que des prestations de restauration soient intégrées d'emblée dans les niveaux des différents packages. Vous verrez dans le rapport, on a essayé de faire quelques typologies avec des opérateurs sur des tarifs qui peuvent aller de 800 à 1700, 2000 euros. Tout va dépendre. Frédéric, si tu... Ouais. Richard, vas-y, oui. Oui, je vois une question de Bernard Bertin Ouais. qui me plaît beaucoup et qui dit comment faire pour s'assurer de l'adéquation entre coût payé par le résident et qualité du service, avec en toile de fond le scandale que nous connaissons sur les EHPAD. Eh bien, je répondrai simplement que les résidences-services seniors sont le résultat d'un choix libre d'une personne qui décide de s'installer ou pas dans un domicile amélioré. L'existence même d'une concurrence, qui est de plus en plus forte d'ailleurs entre les différents opérateurs, va apporter fondamentalement la sécurité pour les résidents, car s'ils ne sont pas satisfaits des services de la résidence dans laquelle ils habitent, ils auront la possibilité de s'en aller pour changer de résidence senior. En revanche, dans le système des EHPAD, qui est un système de numerus clausus, avec une planification et une organisation des autorisations d'exploitation données par les autorités ARS et conseils départemental, alors là, il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande qui fait que les familles qui cherchent des endroits pour s'occuper des personnes devenues dépendantes n'ont pas forcément le choix. Frédéric, et en même temps, je réponds entre les deux à une question qui se pose sur les MARPA. Les MARPA, c'est les maisons d'accueil rurales pour personnes âgées, mais qui sont constituées en réalité sous forme de résidences autonomie. Juridiquement, ce sont des résidences autonomie, même si elles portent le nom de MARPA, ce ne sont pas des RSS. Sur les contrôles, je compléterai simplement la sécurité de ce qui se passe dans les résidences-services seniors. Je compléterai en disant que la profession, c'est bien organisé déjà en créant le label dont on a parlé tout à l'heure. Il y a beaucoup de contrôles, contrairement à ce qu'on peut penser. Il y a des contrôles de la DGCCRF assez souvent chez nous, surtout en ce moment. Là, c'est un peu du revival et ça ne nous gêne pas du tout. Et ensuite, nous, chez Domitis, depuis 10 ans, nous avons choisi de développer, puisqu'il n'y avait pas de cadre vraiment de qualité, on a développé notre propre référentiel d'engagement de service avec AFNOR, qui est publié, qui est public d'ailleurs. On a fait un référentiel d'engagement en 18 points, qui est audité chaque année. Aujourd'hui, cette année, on a une quinzaine de résidences qui sont auditées en détail entre ce que nous annonçons comme engagement et ce qui se pratique réellement. Donc on a une espèce d'autocontrôle contrôlé par des organismes extérieurs. Je terminerai, donc ça c'est pour dire que ce n'est pas hors de tout contrôle. Voilà. Autre point important, qu'est-ce qu'on paye et quel est finalement le public qui est accessible ? Je rappelle qu'il n'y a pas d'argent public dans les résidences-services seniors privées. Il n'y a vraiment pas d'argent public. Il n'y a aujourd'hui malheureusement pas d'aide à la vie partagée. C'est un sujet qu'on pourra évoquer parce que je pense qu'il y a la possibilité, notamment pour des gens qui sont autour et dans le quartier, de bénéficier d'un certain programme d'activité, d'animation qui permet d'éviter l'isolement de certaines personnes. Il faut sans doute un petit coup de pouce pour certaines personnes, mais surtout pour dire que le modèle, comme on l'a décrit tout à l'heure, est très flexible entre la taille des logements, la qualité des logements. Donc vous avez des loyers qui sont plus ou moins élevés, donc on a une accessibilité déjà en fonction de la taille du logement, et vous avez un socle de services qui est obligatoire mais qui est très faible, qui correspond finalement aux services non individualisables, mais tout le reste peut s'acheter en pack mensuel, résiliable à tout moment d'ailleurs, ou alors à la carte. Et donc ça donne une flexibilité qui permet aux gens de consommer des services dont ils ont besoin, dont ils ont envie et qu'ils ont les moyens finalement d'acheter, parce que la bientraitance, elle est aussi financière. Il ne s'agit pas d'organiser, d'attirer dans une résidence une personne âgée qui n'aurait pas à un moment donné les moyens finalement, à travers ou sa retraite ou ses revenus du patrimoine, de payer ce séjour, parce qu'il est hors de question de mettre la personne en difficulté financière. Ça aussi, pour nous, opérateurs que nous sommes, c'est extrêmement important. Merci Jean-François Vitou pour un tout dernier petit mot, et puis nous allons conclure. Moi, c'est juste un petit mot, parce que je ne voudrais pas qu'on termine, en fait, que les gens aient le sentiment, à l'issue de cette réunion comme ça organisée en Teams, qu'en fait, ils sont en face de plein de catégories,
et qu'en fait, il faut qu'ils se demandent dans quelle case ils vont mettre les gens, ou les parents, ou les élus locaux. Parce qu'en réalité, le seul truc qui est vraiment important, c'est de partir de la personne âgée, entre guillemets, elle, de quoi elle a besoin. Et il faut essayer de raisonner sans penser en silo. C'est-à-dire que les résidences autonomie, c'est stupide d'avoir des limitations de GIR 1 et 2. Je veux dire, si je suis GIR 1, je peux rester chez moi. Et je suis GIR 1, je ne peux pas rester en résidence autonomie ou l'instant, c'est totalement idiot. La question de savoir si, entre guillemets, c'est un établissement médico-social ou pas un établissement médico-social, pour un EHPAD, on comprend bien, pour une résidence autonomie, ça a quel sens de se poser la question aujourd'hui? Donc, il va falloir vraiment qu'on reparte des questions de la personne. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on a tous ce réflexe de dire, il y a de l'argent public ou il n'y a pas d'argent public. Mais en fait, il a raison, Frédéric Walter, il n'y a pas d'argent public chez Domitis, sauf que les résidents qui, chez Domitis, sont chez Domitis parce qu'ils bénéficient par ailleurs de l'APA, ben, ils ont de l'argent public. Mais c'est l'argent public qui ne vient pas à Domitis, mais qui vient à la personne. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment qu'on parte de la logique des besoins de la personne et qu'on arrête d'essayer de raisonner en silo et en se demandant dans quelle case on range les gens. Merci Jean-François Vitou. Écoutez, on avait dit 1h30, il est 1h30. On a demandé à Anna Kuhn-Lafont de nous rejoindre parce que elle gérait les questions que vous posiez sur le chat, mais elle est l'auteur principal de cette étude. Donc on souhaitait qu'elle soit avec nous pour conclure cette conférence. Vous avez été jusqu'à 192 présents à l'instant T, donc un peu plus de 200 sur l'heure et demie qui vient de se passer, avec des élus locaux, avec des professionnels. Merci de vos réactions, merci aux intervenants. Et puis donc le document lui-même est disponible à partir de maintenant, voilà, c'est parti. Vous pouvez donc le télécharger sur le site de Matière Grise. N'hésitez pas à faire des commentaires quand vous l'aurez lu. Et nous allons l'adresser, bien évidemment, plus largement au pouvoir public, aux élus locaux, pour les sensibiliser à cette nouvelle forme d'hébergement. Enfin, pas si nouvelle que ça, mais qui se développe très vite aujourd'hui sur tout le territoire, comme on a pu le voir. Merci à vous, et puis à la prochaine conférence de Matière Grise, très bientôt, sur d'autres sujets.